parfait. Jean-Paul Faye est avec moi, mon collègue conseiller individuel au CNAM également. Et Enchantée. puis, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Voilà, il y a des gens qui continuent à arriver. Oui. On attend encore quelques personnes, mais je pense qu'on va pouvoir démarrer doucement. Voilà. Voilà. Tu peux partager le PowerPoint, peut-être, Oui, Jean-Paul? allez, C'est toi parti. qui l'as, je crois. Tout à fait, oui. Et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent encore un petit peu. Oui. Ouais, c'est bon, on voit, hein, pas de problème. C'est bon. Bon, bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour ce premier webinaire qui sera du coup consacré au métier des ressources humaines. On va un peu parler de tout ce qui est évolution, employabilité et salaire. Je vais co-animer cette session avec mon collègue, M. Martin Guillaume, qui est responsable de formation au CNAM, et avec Maître Lucie Pinot, expert en droit social et en politique ressources humaines. Pour commencer, du coup, ce webinaire, on va un peu vous montrer le sommaire. Donc, on aura à parler du Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM. On aura un échange sur les métiers des ressources humaines avec Maître Lucie Pinot. On va vous parler un peu du fonctionnement des certifications du CNAM, l'architecture des formations, les modalités pédagogiques et nous terminerons bien sûr par le calendrier. Alors, sans plus tarder, du coup, on va un peu parler du CNAM. Le CNAM, donc, est un établissement de formation professionnelle. C'est aussi un lieu de rencontre entre les mondes académiques et professionnels. Le CNAM est le seul établissement d'enseignement supérieur dédié à la formation professionnelle tout au long de la vie, avec des valeurs fortes qui mettent en avant donc le capital humain. Il a été créé en 1794 sur proposition de l'abbé Henri Grégoire. Le conservatoire remplit 3 missions principales: la formation professionnelle supérieure tout au long de la vie, la recherche technologique et l'innovation, ou encore la diffusion de la culture scientifique et numérique. Et en plus de la formation tout au long de la vie, nous sommes également sur la promotion de l'alternance et sur la validation des acquis de l'expérience, donc la VAE, qui est en fait la possibilité de valider toute ou partie d'un diplôme grâce à son expérience professionnelle. Toujours dans ce champ que constitue la formation professionnelle, avec des valeurs basées sur la promotion sociale, où l'individu est acteur de sa formation et garant de son employabilité. Nous avons aussi une forte connotation formation en hors temps de travail, qui n'est autre que des formations en présentiel ou en distanciel, particulièrement le soir, pour permettre à des actifs de se former en parallèle de leurs activités dans le but de se reconvertir ou d'acquérir de nouvelles compétences dans le large choix de qualifications que propose le CNAM Nouvelle-Aquitaine. Sans plus tarder, nous allons du coup introduire Madame Lucie Pinot qui va nous parler un peu des métiers des ressources humaines. Oui, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, je vais vous faire une présentation des métiers des ressources humaines, puisque si vous êtes aujourd'hui connecté pour cette visioconférence, c'est que vous êtes effectivement, soit vous avez une appétence pour les ressources humaines, soit vous êtes déjà peut-être dans ce milieu et vous souhaitez vous former davantage, ou alors vous êtes très intéressé pour les découvrir. Donc, on va vous montrer la slide suivante avec une présentation des métiers. Je ne sais pas si j'ai la main, je pense que c'est vous. C'est bon, oui. Super. Bon. Donc, pour essayer de résumer, parce que les métiers des ressources humaines, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont très larges et très vastes. Que ce soit en termes de métiers opérationnels, vous avez effectivement la partie opérationnelle pure, vous avez des métiers qui sont plus administratifs, et vous avez aussi des métiers qui sont accessibles à différents stades de vos formations respectives. Donc, je prends un exemple, par exemple, un assistant en ressources humaines n'a pas les mêmes diplômes que, par exemple, un juriste en droit social.
Attention, c'est pas parce qu'on peut très bien commencer un poste et bien évidemment évoluer au fur et à mesure. Mais comme on est, nous, au stade, effectivement, de partie formation, effectivement, en fonction du niveau de diplôme que vous avez, vous pouvez prétendre à l'un de ces postes en fonction de votre diplôme et également en fonction, bien évidemment, de votre expérience. J'ai trouvé très intéressante la présentation du CNEM qui a été faite parce que, justement, ça démontre que vous pouvez aussi passer par des dispositifs, en particulier tels que la VAE, la validation des acquis de l'expérience, qui vous permettent d'acquérir finalement un équivalent de diplôme sur une thématique un peu plus complète ou un peu plus sophistiquée que celle que vous avez acquis par votre diplôme initial. Pour résumer, alors, dans les entreprises, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas des entreprises qui sont composées pareil en termes de ressources humaines. Vous allez avoir des entreprises qui sont effectivement beaucoup plus spéciales, qui ont un mode d'architecture très différent au niveau des ressources humaines. Le premier critère étant bien évidemment sur le nombre de salariés. Si vous êtes sur une entreprise qui a 200, 300 salariés, bien évidemment, vous avez un service de ressources humaines qui est beaucoup plus complet que si vous êtes dans une petite PME avec une personne qui gère la paye, par exemple, et une personne qui va gérer la partie, par exemple, de contractuel, juridique, etc. Alors, par contre, moi, je ne vois plus le support. Je le connais par cœur, il n'y a pas une difficulté, je peux le présenter, mais je ne sais pas si... Voilà, merci beaucoup. Là, c'est bon? Non, du coup, je voulais juste te présenter. Effectivement, vous avez donc différents, comme vous voyez sur la présentation, donc vous avez différents métiers. Le généraliste RH, donc ça, c'est fait effectivement tout. Donc ça peut être l'assistant RH, le chargé RH, c'est des appellations qui sont un petit peu différentes. Vous avez le volet recrutement, donc le chargé de recrutement, responsable recrutement, consultant également. Vous avez le volet formation, donc tout ce qui est formation professionnelle dans l'entreprise, la gestion des carrières, voire souvent la mobilité nationale ou internationale en fonction de la taille de l'entreprise. Vous avez aussi ce qui se développe sur des profils assez complets, c'est la partie communication. Donc ça, c'est ce qu'on voit beaucoup avec, si vous avez entendu parler, la RSE, vraiment les politiques RSE de responsabilité sociétale des entreprises, également les marques employeurs, ça fait partie des métiers des ressources humaines également. Vous avez la paye avec le responsable SIRH, le responsable des rémunérations. Les relations sociales, c'est tout ce qui concerne les comités sociaux, enfin, le comité social et économique. Donc, ce sont les représentants du personnel dans l'entreprise. Ça peut être également les syndicats dans l'entreprise. Donc ça, ce sont des postes spécifiques. En général, il y a une formation juridique pour y accéder, mais ça peut être également avec de la validation des acquis de l'expérience. Et puis, vous avez aussi la partie juridique pure et dure avec soit un juriste en droit social. Vous avez aussi effectivement tout ce qui est directeur des ressources humaines. Donc, vous voyez, la palette du métier de ressources humaines, elle est très vaste. Les intitulés aussi. Donc, il ne faut pas s'arrêter forcément à un intitulé. Vous pouvez avoir, dans un groupe, par exemple, comme La Poste, vous pouvez avoir un intitulé de poste, vous n'allez pas retrouver le même. Par exemple, c'est BNP, ou vous n'allez pas retrouver le même dans un autre concurrent, dans un autre secteur. Donc, il faut vraiment regarder la liste des tâches quand vous postulez un emploi, mais ce sont des postes qui sont très transverses. Et l'avantage, c'est que vous pouvez effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, commencer chargé RH, donc sur des postes qui sont généralistes. Ensuite, ça peut être du contrat, ça peut être du recrutement, de la formation, mais c'est vraiment sur du généraliste. Et vous pouvez ensuite évoluer. Ou alors, vous pouvez intégrer une entreprise en étant chargé de recrutement, puis vous devenez responsable de recrutement, puis on vous propose une mobilité interne, vous prenez un poste de responsable de formation, par exemple, ou alors vous avez des appétences pour le juridique et dans ce cas-là, vous rejoignez plutôt le responsable des relations sociales. Voilà, l'avantage, le gros avantage que moi je vois pour les ressources humaines en entreprise, c'est vraiment la capacité que vous pouvez avoir d'évoluer sur des postes différents et surtout complémentaires. Et ce qu'on voit souvent dans les entreprises, c'est quelqu'un qui devient directeur des ressources humaines, en général, il a été auparavant chargé RH, il a fait du recrutement, il a fait de la formation, il a fait des relations sociales et il a effectivement une base juridique soit en formation, soit en expérience, ou alors il se fait bien évidemment aider par des personnes qui sont des juristes.
Mais en tout cas, en termes de parcours, les ressources humaines, c'est très complet. Et à mon sens, une carrière ne suffit pas à faire tous ces métiers. Je ne sais pas, Guillaume, Martin, je ne sais pas s'il y a des questions qui viennent au fur et à mesure. Comment vous avez décidé d'organiser ce webinaire? Oui, oui, oui. Alors, pas de questions dans l'immédiat. Je pense que ça va venir un petit peu plus tard, sans doute. Mais voilà, n'hésitez pas. Je viens de mettre un message dans le chat. Donc, normalement, vous devez voir où c'est. Si vous ne voyez pas, c'est en haut par ici. Vous devez avoir la conversation, une petite bulle. Donc, n'hésitez pas à ouvrir l'onglet et à poser vos questions. Et je vous ferai signe s'il y en a. Je vais modérer. Il y aura des questions. Je reviendrai vers vous. Très bien. N'hésitez pas parce qu'effectivement, c'est le but étant de faire une présentation qui soit aussi interactive et que chacun puisse participer. Donc ça, c'est effectivement la palette, si je puis dire, c'est vraiment une palette de métiers de ressources humaines. Et la slide suivante, c'est vraiment sera consacrée au salaire. Alors, j'ai pris pour que ce soit, pour que vous ayez une idée la plus complète possible, j'ai pris les salaires des jeunes diplômés dans les RH en 2022. Donc, c'est une enquête qui est très récente. Et pour que ce soit une enquête complète et intéressante pour vous, c'est une enquête avec des fourchettes. Les fourchettes dépendant bien évidemment de votre expérience, de votre ancienneté, mais également du secteur d'activité et de la taille de l'entreprise. Et ils étaient déjà dans l'enquête regroupés par pôle et par métier. Donc ça revient un petit peu à ce que je vous ai présenté tout à l'heure. J'essaie de garder une certaine cohérence de présentation. Vous voyez, par exemple, vous pouvez avoir en haut à gauche, dans le généraliste, vous avez un chargé de ressources humaines ou un assistant de ressources humaines qui est entre 24 et 28 K euros. À partir du moment où on rentre dans des spécialités, effectivement, ça monte plus vite. Vous voyez, par exemple, que ce soit un responsable de recrutement, on est sur 40-45, un chargé de formation, on est sur 28-32, un juriste, on est sur 33-40. Voilà, vous avez vraiment des fourchettes qui peuvent être très variées. Et bien évidemment, les postes qui sont sur des rémunérations plus élevées, ce sont bien évidemment des postes de responsables. Comme par exemple le poste de responsable des relations sociales, on a une fourchette entre 55 et 70. Sur un responsable communication, on a 40-45. Et on peut avoir le summum en termes de fonction RH en entreprise, c'est bien évidemment le DRH, le directeur des ressources humaines, qui lui est sur 60-70 000. Alors, pour moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas une fonction qu'on peut occuper tout de suite, parce que c'est une fonction qui demande de l'ancienneté, c'est une fonction qui demande de l'expérience, qui demande aussi d'avoir un petit peu touché à tout ce qu'il y a dans la palette. Et également, c'est une fonction qui demande une certaine maîtrise de soi et de maturité professionnelle également, parce que vous gérez absolument tout. Le poste de directeur des ressources humaines a un petit peu mauvaise presse, parce que c'est celui qu'on met en avant quand malheureusement il y a des décisions pas toujours agréables à prendre. Mais voilà, sachez qu'il y a beaucoup de métiers et une palette de rémunération, mais à peu près, voilà, les assistants, on peut démarrer à 24, 28, et puis on peut aller effectivement jusqu'à 45, 50, 60, 70, sachant que ça, c'est que la rémunération brute. Hein. Bien évidemment, il y a des avantages aussi qui sont annexés, intéressement, participation, plan d'épargne, ticket restaurant, mutuelle d'entreprise, etc., etc. Donc la liste est effectivement assez longue, et puis vous pouvez aujourd'hui faire des formations au sein du CNAM. Donc moi, j'anime effectivement 2 formations aujourd'hui. La formation sur les montages de la formation, et puis une autre sur le droit social, sur la partie collective, les relations collectives du droit social. Sachez que ce sont des thématiques effectivement qu'on essaye de rendre, qui sont du juridique pur, mais qu'on essaye de rendre aussi attractives et pratico-pratiques pour vous, auditeurs, pour que demain vous soyez des professionnels qui ont déjà les réflexes nécessaires en fait à votre formation future. Voilà, donc pour la partie effectivement salaire. On avait également discuté avec M. Martin, j'ai trouvé ce positionnement très intéressant, c'est quel est en termes de bassin d'emploi. Alors, comme on est avec le CNAM Nouvelle-Aquitaine, je vous ai fait une présentation uniquement sur la région Nouvelle-Aquitaine. Le Pôle emploi, hein, c'est une source de Pôle emploi qui fait des statistiques sur les bassins d'emploi et les besoins en recrutement des entreprises. Alors, bien évidemment, il démarche beaucoup d'entreprises à un instant T. Donc, il y a des entreprises qui vont répondre non, et puis 6 mois après, qui pourraient répondre oui.
mais ça vous donne un ordre d'idée du total de projets de recrutement sur toute la Nouvelle-Aquitaine. On est sur 470 projets de recrutement en 2023 pour les cadres en ressources humaines et en recrutement. Et vous voyez, parce que je trouvais ça aussi intéressant, dans la colonne de droite, c'est les difficultés à recruter. Vous voyez, à des villes comme par exemple Angoulême, on est sur 100% de difficultés de recrutement. Ce chiffre baisse effectivement un petit peu à Bordeaux. Il baisse un petit peu effectivement aussi dans certains, au cas par cas. Bon, le Pays Basque, effectivement, c'est pas tout à fait. L'enquête est partielle, ça ne comprend pas tout. Mais vous voyez, sur Niort et sur Angoulême, par exemple, si vous êtes prêt à faire un petit peu de déplacement, en tout cas de mobilité, voilà, ça vous donne en tout cas une idée des bassins sur lesquels il pourrait y avoir des postes intéressants et pas forcément de candidature si vous êtes mobile et intéressé, bien évidemment. Et l'avantage aussi de cette présentation, c'est qu'on voit que finalement Bordeaux, donc il y a quand même, bien évidemment, c'est eux qui ont le plus de postes, on est sur 150 postes sur Bordeaux, mais ils sont quand même 46,7% de difficulté à recruter des cadres en ressources humaines et en recrutement. Donc ils ont tendance effectivement à les faire venir ailleurs que sur le bassin de Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est aussi pour ça que le CNAM effectivement met en avant aussi des formations pour justement les auditeurs, pour que vous puissiez avoir la possibilité de vous spécialiser, de capitaliser aussi, de développer vos compétences pour pouvoir finalement être à même de pouvoir répondre sur des offres d'emploi dans le bassin de Nouvelle-Aquitaine qui est effectivement demandeur à ce stade. En plus, comme je vous disais, ça peut être des postes où vous rentrez en CDD avec des évolutions qui sont ouvertes. Et puis en plus, on est sur des postes qui sont vraiment évolutifs, même évolutifs en termes de contexte, parce qu'on a des nouveaux postes qui arrivent en ressources humaines, au-delà de ceux que je vous ai présentés qui sont les postes traditionnels. On a un nouveau poste maintenant qu'on appelle le responsable QVTC. C'est le responsable sur tout ce qui est conditions de travail, qualité de vie et conditions de travail. Donc ça, c'est un tout nouveau poste. Il y a très peu d'entreprises qui recherchent ce poste-là, mais c'est un poste qui a vocation à être de plus en plus instauré dans les entreprises et qui est, à mon sens, un poste très intéressant parce que ça permet d'ouvrir la palette avec vraiment la qualité de votre travail. Donc, au-delà de la durée du travail, ça peut être qu'est-ce que je peux mettre en place pour que mes salariés se sentent bien, comment moi, en tant que responsable de la qualité de vie au travail, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux améliorer les conditions de travail de mes salariés avec, par exemple, le tri de travail, ça peut passer par plein de choses comme ça. Donc, sachez voilà, que, en tout cas, que ce métier-là sont très vastes, très intéressants, très complémentaires aussi et très évolutifs. Et que les entreprises sont effectivement toujours en demande, puisque c'est des postes, même si on a l'intelligence artificielle qui nous menace un petit peu tous, ces postes-là, on ne peut pas les confier à de l'intelligence artificielle. Bien. Donc c'est la présentation, alors c'était peut-être une présentation un petit peu rapide, je ne voulais pas non plus m'étendre trop. Guillaume Martin, vous me direz si vous souhaitez que je développe plus certains aspects. J'ai essayé de m'en tenir à la feuille de route que vous m'aviez confiée. Oui, merci. Merci déjà pour ces éléments de présentation. Déjà beaucoup de choses intéressantes. Bon, voilà, encore une fois, pour ceux qui auraient des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. J'en aurais une peut-être. Vous avez déjà évoqué certaines choses avec la QVCT plutôt, et également on mentionnait un petit peu avant également la partie RSE. Est-ce que vous sauriez nous dire quelles sont les transformations marquantes qui ont un impact aujourd'hui sur les ressources humaines et justement sur ces métiers traditionnels qui évoluent? On pense sans doute au numérique, mais dans quelle mesure? Et peut-être d'autres éléments aussi qui font que ces métiers changent et sont traversés par des nouveaux défis, peut-être pour quelqu'un qui se lancerait aujourd'hui dans le domaine des ressources humaines? Alors déjà, les métiers ont fondamentalement changé parce que le rapport au travail des jeunes générations n'est plus le même. Autant quand on arrivait sur le marché du travail, ça commence même pour moi, j'ai commencé, c'est-à-dire qu'on avait vraiment cette volonté de travailler, d'évoluer. Je ne dis pas que les nouvelles générations ne doivent pas travailler, attention, je dis simplement qu'on mettait vraiment l'accent sur le travail et que le travail représentait à minima 70% de la vie.
Aujourd'hui, ce que recherche la nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail, c'est plutôt un équilibre, à très juste titre, un équilibre entre la vie personnelle notamment et la vie professionnelle. Ça a un impact sur ces professions, bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, en tant que RH, je ne pouvais pas uniquement proposer du salaire, par exemple. Aujourd'hui, vous êtes obligé d'être flexible, vous êtes obligé d'avoir mis en place dans vos entreprises du télétravail, comme je vous disais tout à l'heure, des dispositifs d'épargne salariale. Ça nécessite que les personnes qui représentent l'entreprise, donc qui sont dans les ressources humaines, sont capables et ont ces connaissances et sont capables aussi de vendre aux salariés non plus seulement un travail, mais finalement une marque employeur, finalement de manière un peu plus globale. C'est-à-dire que moi, par exemple, le groupe, par exemple Saint-Gobain, groupe Peugeot, peu importe, je vous offre pas seulement un poste par exemple d'ouvrier dans une usine, je vous offre plus que ça. Je vous explique pourquoi. Je vous offre effectivement qu'il y a des avantages annexes qu'il n'y avait pas avant. Je vous offre une qualité de vie au travail que vous n'aviez pas parce que on a mis en place un réfectoire. On a par exemple un toit en verre dans le réfectoire. On a toutes ces petites choses comme ça. Où on est capable d'expliquer à nos salariés finalement. C'est une qualité de vie au travail que l'on recherche. Donc effectivement, les fonctions ressources humaines, les fonctions support, on a toujours appelé ça des fonctions support, aujourd'hui, ce sont pour moi des fonctions clés. C'est ce qui fait qu'on va être à même de recruter le personnel que l'on souhaite, les profils que l'on souhaite, parce qu'on vend finalement, au-delà de juste un métier, on vend une marque employeur, on vend finalement tout un concept qui appelle aussi les jeunes diplômés, et pas seulement, à vouloir rejoindre. Dans cette partie-là, il y a bien évidemment le numérique qui rentre en jeu, puisque même s'il y a toujours des archivages, vous verrez dans les entreprises maintenant, les services ressources humaines ont beaucoup moins de papier et beaucoup plus de disques durs. Donc ça, effectivement, c'est un changement fondamental qu'on a déjà vu depuis plusieurs années, bien évidemment. Et puis moi, je le vois aussi chez mes clients, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle les formations agiles, l'agilité. Effectivement, on n'est plus sur des fonctions très anciennes, très ancrées qu'on pouvait avoir avant. Maintenant, on est vraiment sur quelque chose où il faut être capable de réagir vite. Sur les fonctions, comme les fonctions ressources humaines, effectivement, il faut avoir une acceptabilité, une réactivité. On est sur des missions. C'est pour ça que je vous dis, c'est des missions qui sont pour moi très intéressantes. C'est qu'on n'est plus seulement on a une base de travail, c'est tout évolue tout le temps en permanence. Donc en termes de qualité, pour quelqu'un qui veut approcher les ressources humaines, certainement, oui, on peut penser à la polyvalence, certainement, ou en tout cas le goût de, comment dire, sinon la remise en question, en tout cas, on en parlait juste un petit peu avant aussi sur l'informatique, un intérêt pour se former en fait finalement tout au long de sa carrière aussi, et comment dire, d'intégrer toutes ces nouveautés qui arrivent régulièrement, peut-être même de plus en plus régulièrement finalement. Est-ce que d'autres qualités vous semblent essentielles pour réussir dans ces métiers-là? Alors, la première que je vois, c'est bien évidemment aimer l'humain. D'aimer les contacts humains, d'aimer. Alors, ça paraît un petit peu bateau si je puis dire, mais pour moi c'est le cœur de ce métier. En tout cas, quand on débute dans les ressources humaines, on le fait parce qu'on aime le contact humain. Il faut être effectivement à l'écoute, bien évidemment. Il faut être capable, vous l'avez dit à juste titre, bien évidemment, il faut savoir se remettre en question. Il y a la partie vraiment théorique du métier qui s'apprend parce qu'on peut être formé pour ça. Et je crois beaucoup à la formation toute la vie. Moi, la première, en plus des obligations qu'on a avec le barreau, je suis la première à faire des formations très régulières parce que ça nous apprend une vision aussi différente. On peut avoir, à force de pratiquer, on a un petit peu une vision qui peut être biaisée, pas forcément mal, mais ça permet de s'enrichir. Je crois aussi beaucoup à cette nécessité de s'enrichir, de toujours se remettre en cause, de toujours se dire mais qu'est-ce que je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais apprendre, qu'est-ce qui pourrait me permettre de faire évoluer ma pratique. Donc il y a effectivement aussi ça, la flexibilité, bien évidemment aussi. Il faut être capable on ne peut pas arriver dans une fonction telle que les ressources humaines en se disant je vais rentrer à un point A et quand je vais sortir, tout aura été toujours pareil. C'est pas possible. Avec les métiers qui changent, avec les évolutions, tous les métiers changent aujourd'hui. Que ce soit un ouvrier à la chaîne, que ce soit le télétravail qu'on a dû mettre en place, que ce soit, tout change tout le temps. Donc effectivement, il faut être capable de se dire je m'adapte, je suis flexible et je me forme quand c'est nécessaire. Mais là encore, ce sont, en tout cas, peut-être que mon regard est un peu biaisé parce que je suis moi-même dans le droit de travail et dans les ressources humaines, mais
à mon sens, ce sont des métiers qui sont particulièrement riches et intéressants. Très bien. Merci. Est-ce que, Maître Pinot, il y a une moyenne d'expérience à effectuer sur un poste pour prétendre à une évolution sur un autre? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez préciser? Est-ce que le temps qu'il faudra mettre sur un poste pour pouvoir évoluer sur un autre, par exemple, est-ce qu'il y a une moyenne sur les ressources humaines? Alors, il y a pas de durée clé. En fait, ça va D'accord. dépendre de plusieurs choses. Un, ça va dépendre de la personne, de son profil. Vous avez des Oui. personnes qui vont prendre un poste, qui vont le maîtriser très vite et qui vont vraiment rapidement avoir une appétence pour d'autres thématiques, qui vont les saisir et que du coup, qui vont naturellement évoluer. C'est-à-dire que soit l'entreprise a la possibilité d'élargir le poste qui est occupé par la personne, qu'elle n'a pas forcément un changement de poste, mais on élargit son périmètre. Soit on a des postes qui sont vacants et on a la possibilité de la faire évoluer. Vous allez avoir des personnes aussi qui ont besoin d'un peu plus de temps. C'est vraiment, il n'y a pas de période clé. À mon sens, il faut à minima quand même entre 2 et 3 ans pour maîtriser un poste d'entrée en RH. Donc ça peut être du chargé de recrutement, du chargé de RH, de l'assistant RH, etc. Il faut 2 à 3 ans pour vraiment maîtriser un poste. Au bout de 2 à 3 ans, là, on peut avoir une évolution qui peut commencer à être plus rapide parce que forcément, on évolue aussi. D'accord. Très bien. Est-ce qu'au niveau des participants, on a des questions? Non, j'en vois pas là dans le chat, Non? mais je vous propose qu'on poursuive. Merci pour votre Oui. intervention. Merci S'il beaucoup. y a des questions pour Maître Pinon ou pour le CNAM, n'hésitez pas à nous écrire. Sinon, je vous propose qu'on passe à la partie de présentation de l'offre des formations du CNAM, et puis on pourra revenir sur les autres éléments éventuellement. Mm. Ok, merci, c'est très clair, merci. Si c'est Bon, très clair, tant mieux, c'est voilà. parfait. Bon, très bien alors. Alors, Jean-Paul, on hein, poursuit, oui, ouais, on poursuit du ok. coup sur un peu l'architecture des formations au CNAM. Alors là, en fait, au CNAM, nous fonctionnons selon le principe des poupées russes, c'est-à-dire que nous avons des unités d'enseignement qui vont s'emboîter sur des certifications et constituer en même temps ou en parallèle des blocs de compétences. Et ces certifications ou blocs de compétences vont s'emboîter en même temps sur des diplômes. Je m'explique. Nous avons donc des unités qui sont capitalisables, c'est-à-dire que je commence mon cursus en validant des modules d'enseignement. En validant ces modules d'enseignement, je suis déjà en train de valider un certificat. Et lorsque j'aurai validé mon certificat, il y aura une poursuite d'études du coup sur les diplômes, que ce soit une licence ou du coup un titre de niveau 6, par exemple, celui qui me vient être le ressources humaines, le responsable de ressources humaines. Donc, à titre d'exemple, comme nous pouvons le voir sur la slide là qui va suivre, que M. Martin va vous présenter et qui va être beaucoup plus parlant en mon explication. Oui, donc là, on est sur le principe général, disons, Le principe des général, certifications CNAM, et tout à puis fait. hop, la diapo d'après. Ouais. Qui Hop, bouge. ça arrive. Oui, ça arrive. Ça vous Le temps présentait en de fait plus passe. concrètement les diplômes qu'on propose au CNAM Nouvelle-Aquitaine. Ouais, Alors, je vois. que se passe-t-il? Allez, c'est bon. Et voilà, On y est. ok. Ah, il n'y a pas Hop, plus vite. non, Voilà. trop vite. Voilà, donc quatre niveaux de diplôme. Alors d'abord dans l'ordre, le certificat professionnel qui correspond à un niveau d'entrée bac. Certificat de compétences qui est un niveau en fait niveau bac plus 2. La licence, en fait la licence on peut la commencer dès le niveau bac puisqu'il y a licence 1, licence 2 et licence 3. Bon, beaucoup de personnes en fait choisissent de rejoindre directement la licence au niveau licence 3. Et puis, il y a un titre RNCP également de responsable, donc ressources humaines, qui équivaut à un titre bac plus 4, qui équivaut à un diplôme de niveau bac plus 4. Effectivement, donc il y a une logique un peu d'intégration des diplômes les uns entre les autres, puisque le certificat professionnel de fondamentaux de la paye, on commence vraiment avec les fondamentaux de la paye précisément, et en ajoutant quelques unités supplémentaires, on passe sur le certificat de compétences gestion de la paye.
Donc voilà, pour quelques unités de plus. Et ce certificat de gestion de la paye, ensuite, offre une entrée facilitante sur le titre RNCP de responsable RH. Ça vous permet en fait de faire moins de prérequis et un peu moins d'unités que si vous aviez aucune expérience en RH. Donc ça vous donne des billes en quelque sorte pour faire le titre. De la même façon que quelqu'un qui commencerait par exemple par le poste de assistant RH aurait également une entrée facilitée sur la licence, ensuite sur la licence 3, avec pareil un certain nombre d'unités, c'est-à-dire de modules de cours donc, qu'il est plus nécessaire de suivre puisqu'on les aura déjà suivis dans le certificat de compétences d'assistant RH. Donc voilà, donc plusieurs entrées vraiment pour ceux qui démarrent au niveau bac ou sans connaissance des RH. L'entrée paye, l'entrée assistant RH pour aller vers la licence ensuite, et puis l'entrée également chargé de développement, donc davantage sur le recrutement, notamment recrutement et outils RH, dont la formation. Et voilà, donc qui permet ensuite de poursuivre licence, titre. Et puis après, il y a aussi des masters qui se font à Paris, mais qui ne sont pas déployés pour le moment en Nouvelle-Aquitaine. Mais ça vous donne déjà voilà, plusieurs métiers qui correspondent à la demande en Nouvelle-Aquitaine. Après, si on parle des modalités et de la façon dont les cours sont déployés, sur les parcours en ressources humaines, on a des unités 100% à distance et des unités hybrides. Il y en a quelques-unes. La plupart sont 100% à distance, en fait, donc par l'intermédiaire d'une plateforme. Donc, c'est-à-dire que les cours sont à disposition avec des ressources et des activités à faire en autonomie sur une plateforme, ainsi que des visios, des webconférences, comme aujourd'hui, qui permettent d'avoir des temps d'échange avec les intervenants, des focus sur le cours, des corrections d'exercices, par exemple, des études de cas, etc., qui sont suivies. Donc, les visios sont proposés en direct, donc c'est toujours mieux de les suivre en direct, notamment pour les exercices et pour poser toutes les questions qu'on peut avoir sur le cours. Mais bon, parfois, il peut arriver qu'on ne soit pas disponible, et voilà, c'est enregistré, mis à disposition, donc on peut aussi revisionner les cours, on peut aussi les revisionner simplement pour les révisions, par exemple, en fin d'année, comme c'est le cas en ce moment d'ailleurs, puisque les élèves sont en train de passer les examens, ou plutôt étaient en train de les ont passés la semaine dernière. Certains cours aussi, comme vous voyez à droite, sont en hybride, hein, c'est-à-dire que c'est le même principe que pour les cours 100% à distance, sauf qu'il y a aussi des regroupements en présentiel, puisqu'on estime que pour certaines unités, c'est quand même particulièrement important de se rencontrer, puis de créer peut-être un peu un réseau aussi avec les autres auditeurs. Et donc, certains cours se font en présentiel au CNAM, la plupart du temps à Bègles, mais voilà, pour les auditeurs qui sont éloignés en Nouvelle-Aquitaine, on tâche de trouver des solutions aussi pour que les présentiels sur Bordeaux puissent être diffusés également à distance pour les auditeurs qui sont éloignés, hors Gironde, hein, clairement. Donc Poitou, Limousin, Côte Basque, etc. Donc voilà pour la façon dont les cours se déroulent. Donc une grande autonomie qui est laissée aux auditeurs, comme on les appelle. Et en termes de calendrier, donc on fonctionne en année universitaire, donc c'est-à-dire qu'on a 2 semestres, hein. Le premier commence mi-octobre, comme vous voyez, c'est en noir là sur la diapo, et le deuxième commence fin février, c'est le deuxième semestre, et 4 sessions plutôt d'examen au total, donc 2 pour le premier semestre et 2 pour le second, puisque donc au CNAM on a un principe de seconde session, de rattrapage en quelque sorte. De seconde chance, si jamais voilà, on est dépassé par le temps ou d'autres choses. Donc une session, comme vous voyez, début février pour le premier semestre, et début ou plutôt mi-juin pour le second semestre. Donc c'est la session qui vient juste de se passer, et puis les rattrapages donc en avril et en tout début septembre. Et donc la prochaine rentrée aura lieu mi-octobre 2023, pardon, mi-octobre 2023, pas si vite. Avec à nouveau les diplômes qu'on vous a montrés tout à l'heure, qui seront déployés. Voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas, alors, même si c'est très clair, s'il y a d'autres questions ou si des questions vous viennent plus tard, dès demain 9h, on sera au CNAM pour répondre à toutes questions sur les cursus, sur les inscriptions, sur le détail des unités. À savoir, on a eu la question récemment sur les prérequis. Donc les prérequis sur les diplômes,
En général, il y a assez peu de prérequis globalement. Bon, pour pouvoir accéder à une licence 3, il faut avoir un niveau Bac+2 de préférence dans le domaine des ressources humaines, sans quoi il y a quelques unités complémentaires à faire pour se mettre à jour et pouvoir rejoindre une licence 3. Et après, dans le cadre d'unités qui seraient suivies uniquement à la carte, c'est-à-dire de façon libre, sans forcément passer par un cursus diplômant, le principe général du CNAM, c'est d'être quand même très ouvert à tous. Et donc, bon, certaines unités voilà, avancées, notamment avancées en gestion de la paye ou de travaux pratiques en RH, notamment sur le titre RNCP de niveau Bac+4, ces unités-là vont avoir des prérequis en termes de vous devez faire d'abord telle unité de initiation à la paye, par exemple, avant de faire l'approfondissement. Bon, ça paraît logique. Donc, il peut y avoir parfois des prérequis comme ça, mais la plupart du temps, soit il n'y a pas de prérequis, soit c'est des prérequis basés davantage sur l'expérience professionnelle, en réalité, sur votre propre parcours. Et donc, ça va être à travers le conseil qu'on va vous dire si vous avez les prérequis ou pas. Et voilà, on évalue avec vous pour être sûr que voilà, une unité que vous avez envie de suivre correspond à votre projet. Alors oui, je vois une question de Marine. Je sors d'une formation titre pro gestionnaire de paye. Est-ce que je peux accéder à une licence 3 ou je dois faire un autre diplôme niveau Bac+2 avant, par exemple pour être RRH? Donc c'est un titre professionnel gestionnaire de paye. Alors, si ma mémoire est bonne, je vais essayer de vous répondre en direct. Titre professionnel gestionnaire de paye. Donc si c'est un niveau Bac+, alors si c'est un titre professionnel de niveau Bac+2, reconnu RNCP. Dans ce cas-là, oui, vous pouvez rejoindre la licence 3. Et il me semble que vous avez quand même une unité à faire en prérequis complémentaire pour pouvoir rejoindre la licence 3. De mémoire, ça doit être l'unité sur le projet personnel et professionnel. Ouais, donc vous êtes bien dans cette situation-là. Donc, oui, de mémoire, le titre pro gestionnaire de paye niveau Bac+2 vous donne bien accès à la licence 3, mais avec ce complément donc d'une unité qui s'appelle FPG3 sur le positionnement professionnel et personnel, projet personnel et professionnel. À confirmer pour être bien tout à fait certain, mais on a une personne qui nous a posé exactement la même question très récemment et c'était ça la réponse. Donc à confirmer avec un de nos collègues conseillers, voilà, à partir de demain ou plus Oui. tard pour la réponse, mais en principe c'est ça. Et pour le titre RRH, alors pour le titre RRH, au niveau des prérequis, je ne sais pas immédiatement en tête. Jean-Paul, est-ce que tu te rappelles? Alors, Je regarde ça et je vous dis. Oui, oui, je vais voir ça. Tant qu'à faire, on prend une minute pour vous répondre en Oui, direct. pour répondre. Donc, non, ça c'est alors, c'était le CRN. Oui, Bac+2 en relation avec la spécialité RH. Donc, OK, avec Oui, le c'est ça. Bac+2, si c'est en relation avec la spécialité RH, effectivement, vous pouvez rejoindre le titre RNCP. Mais en fait, selon votre parcours, selon précisément votre parcours, dans quel domaine RH, vous allez avoir des unités à faire en complément ou pas pour accéder au titre. Par exemple, si vous avez fait de la... Oui, par exemple, on va peut-être vous demander, alors ça va dépendre de ce que vous avez suivi dans votre cursus, mais on vous demandera peut-être du droit social en complément, on vous demandera peut-être un complément sur l'initiation au management RH, on vous demandera peut-être un complément sur les outils RH, par exemple, ou peut-être un petit peu de comptabilité financière, par exemple, quelque chose comme ça. Donc, il faudrait regarder en fait précisément, c'est un peu au cas par cas. Tout à fait. Mais c'est possible. Oui, voilà, on l'a sous les yeux. Donc là, vraiment, ici, je vous conseille de vous rapprocher d'un conseiller, justement, qui pourra étudier précisément votre parcours et vous répondre très exactement selon votre situation. Est-ce qu'il y a des manuels pour la gestion ou est-ce que c'est uniquement la plateforme? Alors, des manuels c'est-à-dire une bibliographie, en fait, pour le cours, si je comprends bien. Alors, c'est le cas, hein, sur le cursus RH, on a une équipe à Paris comment dire, une équipe nationale RH à Paris qui conçoit ces diplômes et qui a écrit à une des bibles, disons, des RH qui s'appelle Fonction RH. C'est l'équipe Cécile Dejoux et ses collègues. Donc, c'est le livre de référence sur le cursus, notamment licence RH, RRH aussi, titre RNCP.
Après, pour chaque unité, il peut y avoir une bibliographie complémentaire. Certains de ces livres, effectivement, sont accessibles. En fait, quand vous êtes élève du CNAM, auditeur, comme on dit, vous avez accès à un portail. Et dans ce portail, il y a des ressources bibliographiques. Et dans ces ressources bibliographiques, vous avez pas mal d'articles, bases de données, mais également des livres professionnels, type édition Duno, notamment, qui sont accessibles en fait en libre accès, hein, tout simplement. C'est quand même très intéressant. Également, les bibliothèques du CNAM, la propre bibliothèque du CNAM, c'est possible d'emprunter. Et également, il y a une partie des ouvrages qui sont disponibles en ligne gratuitement également, tant que vous êtes auditeur du CNAM. Donc voilà, si c'est bien ça le sens de la question, c'est bien ça la réponse. C'est pas uniquement, il y a déjà beaucoup de choses sur la plateforme, hein, c'est déjà assez riche, mais en complément, ouais, il y a des choses en plus, absolument. Il y a accès à voilà, une bibliothèque, bibliographie, base de données. Ouais, d'accord, c'était bien ça. OK, parfait. Ouais. Et pour ceux à qui ça intéresse, du coup, nous sommes à la Cité numérique, donc à Bègle, et nous sommes ouverts de 9 heures à 18 heures, et vous pouvez passer sur site sans rendez-vous. Vous aurez toujours un conseiller qui sera là pour écouter votre projet, pour vous accompagner dans pour votre projet de formation. Vous pouvez également nous joindre au téléphone au 05 57 59 23 00, toujours de 9 heures à 18 heures. Donc vous aurez toujours quelqu'un au bout du fil pour pouvoir répondre à vos questions. Vous avez également le QR code que vous pouvez scanner pour faire un retour sur ce webinaire et éventuellement nous contacter par la suite. Hop, Ici. encore quelques Ouais. personnes qui écrivent dans le Oui, chat. dans le chat, oui. Ah oui, vous pouvez nous contacter par téléphone, absolument. Il Oui, est là. Alors là, on ne le voit plus, il est tout à fait. caché. Ah oui, alors attends. Là, c'est le 05 57 59 23 00. Voilà, après, on a Mm. parlé des modalités des cours. Bon, on est sur des formations, il y a des formations courtes qui sont les certificats, il y a des formations un peu plus longues comme la licence ou le RNCP. Donc après, en fait, tout dépend, la longueur d'un parcours, en fait, dépend du nombre d'unités que vous voulez faire chaque semestre, chaque année. Donc, en fait, il y a un catalogue d'unités qui sont ouvertes chaque année, chaque semestre. Et après, bah, c'est à chaque auditeur. Bon, on conseille en général de ne pas faire plus de 3, même déjà 2, parfois c'est beaucoup. Bah, tout dépend du temps disponible, hein, que vous avez. C'est ce que vous pouvez le temps que vous pouvez consacrer aux cours, qui sont quand même, bon, enfin, il n'y a je vais y arriver, rien d'impossible, mais bon, c'est quand même relativement exigeant, quoi, globalement. Mm. Donc voilà, on recommande entre 3 unités par semestre maximum. Donc sur des formations Oui, comme le titre RNCP où on a quelque chose comme une dizaine, un petit peu plus, 10-12 unités, bah voilà, c'est quelque chose qui peut prendre autour de 2 ans, par exemple, 3 ans pour compléter le parcours. Mais voilà, encore oui, une fois, tout dépend du rythme. voilà. Et du coup, nous sommes en hors temps de travail, donc vous n'avez pas des cours du lundi au vendredi, mais vous en avez 2 à 3 en moyenne par semaine. Donc, c'est vraiment adapté pour un public qui a une activité salariale le matin et qui voudrait se former en parallèle le soir. Voilà. Et nous avons 2 rentrées possibles, donc soit la rentrée d'octobre, soit la rentrée de février. Donc, vous pouvez commencer votre formation en octobre, comme vous pouvez la commencer à partir de février. Hein, peut-être quelqu'un qui écrit encore un Ouais. message. Quelle est la durée de travail par jour préconisée? Alors par jour, pas forcément, mais plutôt par semaine, on va dire. Ouais. Par semaine, ça va être, ça va être entre 2 et 4 heures. Enfin, pour un cours, Ouais. il va y avoir des semaines où ça va être 1 heure de visio. Il va y avoir des semaines où ça va être l'équivalent de 3 heures de travail en autonomie. Donc ça va être entre 1 heure et 3 heures, on va dire. Certaines unités sont un peu plus denses que d'autres. C'est vrai que je pense au droit social notamment, il y a beaucoup de choses, c'est très riche. D'autres Ouais. unités sont un peu plus légères parfois. Ça, c'est les conseillers qui vont vous dire, bon, mettez pas tout le droit social au même semestre parce que ça va être dur. Il ne faut pas nager un petit peu avec d'autres unités, par exemple. Euh, Après, je vous euh, rejoins, Guillaume, sur le fait qu'il ne faut pas non plus que les auditeurs prennent trop d'UE en Ouais. même temps, parce qu'effectivement, soit ça se recoupe, et moi je le vois dans les enseignements où parfois les auditeurs me disent bah, je ne peux pas venir à cette visio parce que j'en ai une autre en même temps, par exemple, donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Ou alors, il ne faut pas non plus vouloir aller trop vite, parce qu'il y a effectivement des enseignements qui sont un peu plus lourds, qui nécessitent de passer un peu plus de temps, au-delà du temps, notamment l'activité en distance, autant
Il y a le temps, effectivement, qu'on préconise de 3 heures pour faire votre activité distante, que vous pouvez faire au fil de l'eau en fonction de vos impératifs personnels et professionnels. Mais c'est bien de ne pas forcément prendre trop de retard. Parce que prendre effectivement une unité en cours de route, c'est toujours faisable, mais ça demande effectivement un investissement supplémentaire qui nécessite d'avoir du temps, bien évidemment. Oui, tout à fait. Oui, on a souvent ça par retour d'expérience. On a des gens qui veulent très tôt finir leur formation et du coup, ils prennent beaucoup plus d'enseignements qu'il faut sur un semestre et en fait, ça les conduit pour la plupart à l'échec. Donc, il faudra un peu commencer avec 2 ou 3 unités d'enseignement au grand maximum pour pouvoir bien assimiler les cours et bien progresser sur sa formation. C'est Mais important. oui, sur certains cursus, en Mm, dehors des RH, certains cursus de comptabilité, par exemple, c'est mm. plutôt 1 ou 2 unités et pas plus, parce que bon, on sait que Voilà. c'est quand même assez costaud, ou sur des cursus, par exemple, en bâtiment et travaux publics, par exemple, aussi, avec pas mal de Mm, mathématiques, de calculs. Voilà. Donc, mais bon, on connaît nos unités et donc on sera en mesure voilà, de créer votre parcours. On a des parcours conseillés, mais tout après à on les fait. adapte à chaque personne, à chaque situation, et on sera en mesure de vous dire, voilà, ce qui est le plus logique et le plus recommandable, voilà, selon votre projet et selon vos disponibilités. Bien. Ok. Si pas d'autres questions, on va vous proposer, je pense, Ouais. d'arrêter là pour aujourd'hui. Mhm. Un grand merci à vous, Maître Pinon, d'avoir voilà, de nous avoir présenté ces métiers, d'avoir été avec Tout nous à pour fait. cet échange et Mm. pour répondre C'est- aux questions des auditeurs. C'était très clair, Maître Vidnon. Merci à Très vous de clair. m'avoir invité et puis effectivement au plaisir d'avoir des auditeurs, futurs auditeurs parmi les personnes qui nous écoutent ce soir. Exactement. Nous vous attendons au CNAM. Du coup. Merci beaucoup, bonne Merci à soirée à tous. tous et puis à très bientôt. Merci à vous Très et bonne bien. soirée. Merci à vous et bonne soirée. Merci à tous.